On aborde maintenant cette deuxième partie de cette matinée sur cette conférence annuelle du marché boursier. On a beaucoup un thème encore très très serré. Maintenant, c'est un sujet aussi qui est peut-être pas au cœur des problématiques boursières, et pourtant c'est extrêmement important. C'est le problème de l'agriculture. L'Europe, on le sait, se trouve dans une période, l'Europe agricole traverse une période très difficile. Pour en parler, j'appelle, je le cherchais des yeux, Xavier Belin, qui est le président de la FNSEA, qui est l'homme clé évidemment de l'agriculture française, au point certains disent c'est le ministre bis de l'agriculture. Il va nous dire si la bourse peut être ou pas une solution. Ça commence mal, mais ça va finir très bien. Xavier Belin, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous laisse. Bien, merci, cher Edwige Chevrillon. Je voudrais saluer d'abord le président de Renex, enfin, vous le saluerez pour moi, mais saluer aussi Olivier Revel, qui est, je veux dire, un ami, mais aussi un complice quelque part, et un soutien en tout cas constant des sujets agricoles et des marchés agricoles en particulier. J'avoue, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis posé quelques questions. Et qu'est-ce que je vais venir raconter devant des experts, devant des gens qui manient justement les marchés, les finances. Alors finalement, je vais essayer de vous dire les choses assez simplement, telles que nous les vivons, telles que aussi sont nos ambitions aujourd'hui sur ce secteur agricole. Et je voudrais peut-être simplement commencer par vous dire que je regrette pour ma part qu'on parle insuffisamment d'agriculture dans ce pays. On n'en parle pas, on n'en parle plus. Alors quelles sont les raisons, j'en sais rien, je ne suis pas sociologue, mais finalement, entre un peu de nostalgie, parce qu'on a tous un grand-père, un grand-oncle, des sujets sociétaux qui sont difficiles, parce qu'on voit bien que depuis plusieurs années maintenant, régulièrement sur le service public, sur un tas de réseaux sociaux, on appréhende souvent l'agriculture avec des sujets plutôt défensifs, pour ne pas dire négatifs. Alors on a plein de sujets sociétaux parce qu'on touche à l'alimentation, on touche au vivant. Je pense au bien-être animal, je pense au phytosanitaire, je pense question récurrente d'un certain nombre de scandales alimentaires. Pour autant, je pense que ça ne devrait pas affranchir nos femmes et hommes politiques de s'exprimer sur ce secteur, dont je voudrais rappeler quelques chiffres pour démarrer. À peu près 250 milliards de chiffre d'affaires quand on parle de l'agriculture au centre de la production et de l'agroalimentaire. Si j'y rajoutais l'agrofourniture, plus un certain nombre de services qui sont directement connectés, on est sans doute aujourd'hui à peu près à 300 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable si je le rapporte à d'autres secteurs. Si j'y rajoute la forêt, c'est à peu près 3 500 000 emplois en France, directs et vraiment connectés directement à ces secteurs, c'est-à-dire en gros 14-15% de l'emploi total, ça n'est pas rien. Et ce sont des emplois qui d'ailleurs se déploient sur l'ensemble des territoires, en particulier évidemment sur des territoires ruraux, et on a besoin aussi de ces emplois. C'est aussi en termes de métiers et de palette en quelque sorte de métiers, une très grande diversité. Je dois dire aussi, alors ce n'est pas forcément un marqueur en soi, mais on sait bien aussi que dans ce pays, on a besoin encore de générer des emplois moins qualifiés, et c'est un secteur qui peut offrir encore ce type d'emploi, même si, encore une fois, ça bouge beaucoup. Je vous donne juste une référence. Le chiffre que je vous indique de 3 500 000 emplois, il est à peu près constant depuis les années 70, sauf que ça bouge à l'intérieur de la filière. On a moins d'emplois aujourd'hui sur la production, il y a d'ailleurs moins d'agriculteurs, et c'est logique. On a un petit peu plus d'emplois de salariés dans les exploitations agricoles, mais ce qu'on voit, c'est que ça bouge aussi à l'intérieur. On a beaucoup plus d'emplois, notamment dans les services aujourd'hui directement connectés à ces métiers fondamentaux d'agriculture. C'est ce qui crée aussi d'ailleurs une certaine appétence, si je puis dire, de la part des jeunes aujourd'hui, qui regardent à travers les lycées agricoles, qui refusent d'ailleurs des inscriptions chaque année, qui regardent non plus l'agriculture en tant que métier d'agriculteur, mais avec tout ce que cela peut apporter autour. On travaille beaucoup aujourd'hui sur le digital, sur le numérique, sur la robotique, enfin, qui sont aussi de nouveaux métiers qui vont s'imposer dans l'agriculture. Et puis un dernier chiffre que je voudrais commenter, c'est celui du commerce extérieur. Alors, je vais être mis en défaut cette année parce que, vous le savez, l'année 2016 a été particulièrement compliquée sur le plan climatique. On perd à peu près 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'agriculture, uniquement sur le phénomène climatique. Ça va se ressentir sur nos exportations. Mais retenez que sur les 5-7 dernières années... Michel Portier est là, que j'ai vu tout à l'heure, me contredira pas. On est sur une fourchette 9, 10, 12 milliards d'euros net de solde commercial sur le volet agricole et agroalimentaire, ce qui en fait sans doute un des premiers postes. Alors je dis sans doute parce que quand on regarde les chiffres nets, on serait plutôt les troisièmes après l'aéronautique et le luxe. En réalité, Louis Gallois me disait il n'y a pas si longtemps, vous êtes quasiment devant parce que quand on exporte un Airbus aujourd'hui
En gros, on exporte 25 à 30% de valeur nette créée sur le territoire national. Le reste, ce sont des composants importés. Quand on parle d'agriculture agroalimentaire, on est à l'envers. C'est-à-dire qu'en gros, on exporte à peu près 70-75% de valeur nette. Le reste, c'est quoi? C'est du pétrole, enfin, c'est des produits pétroliers, ce sont des engrais, ce sont des produits manufacturés de type machine-outil, machiniste. Bon, c'est ça qui compose la partie des 25-30%. Le reste, c'est vraiment de la création nette, ce qui en fait quand même un secteur important. D'où ma remarque préalable. Pourquoi se fait-il qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'agriculture, ou on en parle encore une fois avec des propos parfois un peu désagréables? Je pense qu'il faut remettre ce secteur-là en avant. Ce n'est pas parce que c'est le président de la FSA qui vous dit ça qui serait partie prenante. C'est parce que je crois vraiment que ça peut être une force majeure dans ce pays, et notamment, et je termine là-dessus, à travers la diversité que nous incarnons. Je crois pouvoir dire devant vous, sans exagérer le propos, alors on pourrait se comparer peut-être à l'Italie en particulier, mais la grande caractéristique de l'agriculture française, c'est d'être extrêmement diverse. On peut servir des marchés de proximité, on peut servir des marchés export, on peut servir à la fois des produits d'agriculture sous signe de qualité, bio en particulier, mais label, etc., comme de l'agriculture conventionnelle qui monte elle aussi en qualité de plus en plus. Donc je pense que c'est un secteur sur lequel on peut miser. Alors, par rapport à la thématique aujourd'hui, à celle qui m'avait été demandée de traiter, là aussi 2-3 remarques générales et rapides. D'abord, bon, le contexte a quand même beaucoup changé depuis une dizaine d'années. Alors, je ne veux pas détailler secteur par secteur, mais ou sous-secteur par sous-secteur, mais quand même, depuis en gros les années 90-92 d'une part, et surtout 2006-2008 d'autre part, à la fois par la PAC dans les années 90 qui a complètement changé par rapport à ce qu'elle était auparavant. Je rappelle qu'on avait une politique agricole jusque dans les années 90 qui était quand même très protectrice, je vais le dire avec des mots simples. On avait un peu Saint-Cyr-Bretelles, des budgets, des systèmes d'intervention, de régulation, des quotas, etc. Tout ça a basculé, alors une première fois en 84 avec les quotas laitiers, mais là on était justement dans un système très protectif, entre guillemets. Mais par contre, ce qui a bougé en 90-92, c'est que l'Europe a fait le choix, sous la pression de l'OMC d'ailleurs, de passer d'un système de soutien qui était très couplé à la production à un système de soutien découplé. Alors ça s'est fait assez progressivement, mais retenez qu'aujourd'hui, un agriculteur qui perçoit une aide de la PAC, c'est une aide qui est indifférenciée, quelle que soit sa production. Alors, c'est un petit peu plus nuancé ce que je vous dis là, mais c'est ça le grand principe. Et on a vécu une deuxième phase à peu près dans les années 2005-2007, malheureusement au mauvais moment, où l'Europe a fait le choix de considérer que l'ensemble de ses soutiens devaient rentrer dans la boîte verte de l'OMC, alors qu'auparavant, nous avions un certain nombre de soutiens qui étaient en boîte bleue. Donc c'était des soutiens qui avaient une relation avec la production pour aller vers des soutiens qui étaient complètement déconnectés. Et même, c'était la revendication forte pour satisfaire notamment aux engagements qu'on avait pris à Cancun, à Doha, à Hong Kong, dans les grandes négociations internationales. Et donc ce changement de paradigme a aussi été accompagné finalement d'une forme de, de moins de résilience, si je puis dire, dans l'agriculture européenne, puisque retenez globalement qu'à aujourd'hui en tout cas, il n'y a plus aucun mécanisme de gestion de crise, de gestion de risque, et encore moins évidemment d'intervention sur les marchés. La doctrine, si je puis dire, bruxelloise aujourd'hui, beaucoup appuyée évidemment par les pays du nord de l'Europe, c'est le tout marché. Et une des bascules qui a été finalement le fait générateur de cette situation, ça a été la position allemande au moment de la réunification, ou 2 ou 3 ans après, où l'Allemagne a pris conscience que, l'ex-Allemagne de l'Ouest, finalement, pour qui l'agriculture, je ne dis pas que c'était accessoire, mais enfin, ce n'était pas la priorité. Finalement, l'agriculture est devenue une priorité, une stratégie en Allemagne, mais avec des Länder de l'Est, avec de grandes exploitations sous forme d'exploitation d'État, alors peu importe les noms qu'on leur donne, Kolkhoz ou autres, mais ce sont devenus des SA, des sociétés anonymes, avec à la tête des dirigeants qui sont devenus vraiment des chefs d'entreprise en tant que tels, et qui ont fait de l'agriculture allemande la première aujourd'hui en Europe, en tout cas quand on parle d'exportation, ce qui veut bien dire qu'il y a eu un mouvement extrêmement rapide, brutal, mais qui a reconfiguré complètement l'espace agricole européen. Alors nous, Français, là-dedans, je ne dirais pas qu'on court derrière le lièvre, mais quand même, aujourd'hui, on a un déficit de compétitivité majeur, qui n'est pas propre d'ailleurs seulement à l'agriculture, mais dans l'agriculture, c'est manifeste, alors je ne veux pas détailler trop, mais pour que vous ayez quelques informations là-dessus, sur 3 chantiers. 1, compétitivité. Alors, quand on parle de compétitivité, il y a la compétitivité coût.
tout cas ce qui concerne notamment les coûts sociaux. Quand je compare aujourd'hui, ce n'est pas vrai dans l'automobile, hein, mais dans l'agriculture, c'est pas tant. En gros, on a 5 € de l'heure travaillée de différentiel, de delta entre la France et l'Allemagne. Donc dans des productions qui demandent, je pense aux fruits et légumes, je pense à l'élevage notamment, l'abattage, la découpe, etc., on a là véritablement une difficulté. Deuxième difficulté, c'est sur le hors-coût, normes, réglementations. Là-dessus, on est aussi sur des situations très difficiles parce que la France a énormément surtransposé les directives européennes. Elle s'est rajoutée en plus beaucoup de réglementations franco-françaises. C'est autant finalement de facteurs qui nous mettent en difficulté par rapport à nos voisins. Et puis, on a quand même un sujet sur lequel nous souhaiterions avancer. Je vais rentrer après vraiment un peu plus dans le sujet, mais c'est pour que vous ayez une vue un peu panoramique sur ce que nous essayons de promouvoir aujourd'hui. On voit bien que sur la valorisation du Made in France, dont je rappelais une des spécificités qui est la diversité, qui est donc souvent des productions moins massifiées en quelque sorte que ce que l'on peut avoir chez nos voisins, notamment du nord de l'Europe. On a des coûts supplémentaires, mais ces coûts ne sont pas forcément répercutés à l'aval de la filière. Je dois vous dire que, enfin, comme président de la FSEA, je ferraille aujourd'hui, si je puis utiliser le terme, pour faire en sorte qu'on ne traficote pas, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, la LME qui ne nous satisfait pas aujourd'hui, mais une vraie loi de modernisation de l'économie, à travers laquelle peut-être on se remette aussi en marche avant dans les négociations commerciales. Aujourd'hui, on négocie en marche arrière depuis les grandes enseignes pour retomber sur l'agriculteur, et surtout que l'on prenne aussi un peu mieux en compte un certain nombre de ces caractères spécifiques qui pourraient être introduits dans des politiques contractuelles avec nos clients et les clients de nos clients. Donc voilà, ce sont des sujets très importants. Le deuxième point, c'est donc la résilience, et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que du coup, la question qui est posée aujourd'hui, est-ce que, au fond, les produits boursiers peuvent être une réponse? Pour nous, la résilience aujourd'hui, donc ce que j'appelle la résilience, c'est bien la manière d'intervenir dans un secteur qui est soumis à des tas d'aléas climatiques, sanitaires, de marché. Quelles sont la palette des outils que nous pourrions mettre en œuvre de manière utile? J'ai envie de dire, finalement, ils sont de trois natures. Alors, je vais démarrer d'abord par la filière, sans commenter, mais sur nos filières aujourd'hui, dans nos filières, je pense qu'on doit aussi réfléchir à un certain nombre peut-être de fonds interprofessionnels pour faire en sorte qu'on essaie de pallier à ce paradigme français où, en gros, le pouvoir d'achat, qui est quand même le marqueur depuis un certain nombre d'années, donc cette politique de la demande fortement impactée en France, mais qui ne prend pas en compte justement des variations très fortes sur les marchés des matières premières agricoles. Comment est-ce qu'on arrive à ajuster les deux? L'idée que nous essayons de promouvoir, notamment dans des filières animales, ce serait d'avoir ce qu'on appelle des fonds interprofessionnels qui permettraient en situation de haute eau de capitaliser à travers des fonds, alors on verra par qui on peut les faire gérer, et qui permettraient en situation de basse eau, ce qu'on connaît depuis 2 ans notamment sur un certain nombre de ces filières animales, de pouvoir restituer un peu quand même sinon de pouvoir d'achat, en tout cas de capacité ou en tout cas de facteurs économiques pour la partie amont qui est souvent la plus pénalisée dans ces dispositifs. Deuxième niveau, c'est le niveau plutôt national. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la fiscalité agricole avec deux orientations fortes. Une qui serait finalement... alors, on a aujourd'hui ce qu'on appelle une dotation pour aléa, mais l'idée, ce serait de promouvoir une épargne pour l'agriculteur, pour le chef d'entreprise agricole, avec sans doute une pluriannualité, mais surtout des conditions de réaffectation ou de réinjection de cette épargne dans des conditions aujourd'hui qui ne sont pas très satisfaisantes, et puis surtout que ça ne grève pas non plus la trésorerie de l'entreprise. Donc c'est un premier sujet. Le second va peut-être vous paraître un peu iconoclaste, mais je pense qu'on est en capacité d'y arriver parce qu'on travaille beaucoup avec les services de Bercy en ce moment. Ce serait un dispositif de fiscalité non plus avec un exercice annuel fiscal en agriculture, mais un exercice sur 3 ans. Alors comment ça peut marcher, je ne rentre pas dans le détail, mais ce serait 3 ans glissants. Alors la question, c'est comment on entre et comment on en sort. Mais l'idée, ce serait en fait de prendre systématiquement chaque année l'année N-1 et la réintroduire aux 2 années précédentes, et donc de faire sauter la N-4. Donc on aurait un exercice de 3 ans glissants. Pourquoi nous promouvons ce dispositif? Parce que ça pourrait répondre notamment, en tout cas, ça pourrait être un amortisseur supplémentaire des fortes fluctuations comme des aléas que nous subissons dans l'agriculture. Ils sont très nombreux. Je veux juste rappeler ce chiffre. J'espère que Michel Portier sera d'accord avec moi. Ça fait 2 fois que je te cite, Michel. Je t'ai aperçu, ça y est. Mais j'ai le projecteur dans le nez, dans les yeux. Je crois qu'en 2010, suite à l'embargo russe sur le blé en particulier,
Je crois qu'à Chicago, on a échangé 45 fois la récolte de blé. Alors qu'auparavant, on était sur à peu près 5 fois, 7 fois la récolte de blé mondiale. On est passé de 5 à 7 à 45 fois. Ça veut bien dire que, bon, on a généré, et ça c'est un fait nouveau quand même, hein, depuis cette époque-là, on a généré un certain nombre de, de comportements, et notamment de la part des marchés financiers, qui ont vu dans les matières premières agricoles, ce qui n'était pas le cas auparavant, une nouvelle forme, alors je ne sais pas si je dois utiliser le terme de spéculation, en tout cas de produits sans doute sur lesquels ils pouvaient adosser un certain nombre de ces produits financiers ou de ces marchés financiers. Et ça a changé la donne dans l'agriculture. Et donc c'est à partir de là où on s'est interrogé, et je viens donc au troisième niveau, quand j'ai dit filière, échelon national et l'échelon communautaire, ou en tout cas tout ce qu'on pourrait bâtir autour. L'idée, c'est bien de chercher aujourd'hui des solutions complémentaires, non pas opposées les unes aux autres, mais complémentaires et synergiques, pour faire en sorte que l'on puisse avoir ces effets d'amortisseur. Alors sur le sujet... Une minute, je suis désolée, une minute. Alors bon, je vais donc aller très vite. Sur la question notamment des outils de gestion de risque, et on voit bien aujourd'hui qu'on a plusieurs produits possibles. Bon, je l'ai dit, les contrats, mais sur ce qui nous intéresse à partir des produits, notamment des produits financiers, la question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure, à côté des marchés à terme qui sont quand même beaucoup usités aujourd'hui dans l'agriculture, comment nous pouvons étendre d'abord ces marchés à terme sur d'autres productions que les seules qui sont aujourd'hui disponibles par rapport... Alors, il y a le blé, il y a le colza, il y a... enfin, il y en a quelques-uns qui sont... Mais tous ne sont pas couverts. Il y a une réflexion, par exemple, sur les produits laitiers aujourd'hui, hein, qui est une réflexion intéressante. Est-ce que demain, on peut aller sur des marchés à terme sur les produits laitiers? Alors, les marchés, j'ai dit marchés à terme, les options... troisième niveau, c'est est-ce qu'on peut avoir des couvertures de risque qui, en agriculture, et c'est quand même un point qu'il faut bien retenir, sont rarement individuelles, mais passent par des formes collectives. Et de ce point de vue-là, bon, les coopératives, les négociants, les organismes collecteurs peuvent jouer ce rôle, jouent déjà ce rôle. La question étant de savoir à quel moment on rend des arbitrages et en particulier, quelles sont les conditions pour que ces mécanismes fonctionnent. Je termine, Edwige, en disant que, il nous faut de la transparence sur les marchés. Et nous étions un certain nombre ce matin à entendre un des responsables de ce qu'on appelle le dispositif AMIS, hein, qui est l'information les systèmes d'information sur les marchés agricoles, qui est en fait une sorte de filiale de la FAO, qui est née en France en 2011 après le G20 agricole qui s'était tenu sous la présidence à l'époque de Nicolas Sarkozy, et qui avait permis de détecter qu'il y avait une faille dans nos systèmes d'information agricole. C'est qu'un certain nombre de pays, d'abord, il n'y avait pas d'harmonisation sur les données, mais de plus, pays comme la Chine, comme l'Inde, ne renseignaient pas ces grands marchés internationaux sur les matières premières, et donc on avait besoin de plus de transparence. Aujourd'hui, ça fonctionne quand même beaucoup mieux, il y a encore des progrès à faire, mais c'est une source d'information intéressante. Et puis deuxième condition, c'est de faire en sorte qu'il y ait aussi ces relations sans doute peut-être un peu plus formelles, un peu plus institutionnelles, je ne sais pas comment il faut les dire, et c'est, je pense, dans les missions d'Euronext aujourd'hui, de favoriser aussi ce monde aujourd'hui financier avec ce monde agricole, du négoce, etc., pour faire en sorte qu'on puisse détecter et surtout appréhender les bons dispositifs, en tout cas ceux qui peuvent avoir une efficacité. Et je termine sur un dernier point, parce que, non mais, pardonnez-moi, je crois que c'est aussi l'actualité qui nous fait réagir dans ce sens-là. Une des questions qui nous est posée, elle n'est pas à l'échelle nationale, elle est bien à l'échelle européenne, c'est de savoir si oui ou non l'Europe a une ambition dans ce domaine-là. Pour le dire encore plus simplement, et je vais être très direct puisqu'il faut aller vite, est-ce qu'on se met uniquement dans les mains de Chicago demain, ou est-ce qu'on a une prétention et une capacité aujourd'hui à exister dans l'ensemble de ces dispositifs? Ça, c'est un sujet majeur pour nous. On sent bien qu'on aura besoin aussi de, non pas dans la PAC, mais à côté de la PAC ou à travers la PAC, je ne sais pas comment il faut le dire, mais de faire en sorte que nous puissions nous doter aussi de ces instruments et surtout d'en avoir une certaine maîtrise. Je ne suis pas sûr que nous ayons intérêt demain à tout coter et surtout avoir une appréhension de ces grands marchés uniquement sur une seule place. Ça, c'est un sujet qui, pour moi, reste quand même un sujet majeur si j'avais un grand message à passer, enfin un message en tout cas, à passer devant vous ce matin. Voilà, donc merci. Merci beaucoup Xavier Belin, merci beaucoup. Merci à vous.